Bonsoir à tous. Du coup, moi c'est Edouard, je travaille chez Blablacar. Ok. Du coup, Blablacar, c'est quoi? C'est une boîte qui fait du covoiturage. J'imagine que ça parle peut-être à quelques-uns d'entre vous. Bref, on a des voitures avec des sièges vides, on met des passagers dedans, ils sont contents. Et en plus, ils économisent, donc c'est parfait. En réalité, notre défi, c'est plutôt d'essayer de faire changer les comportements des gens sur la façon dont ils utilisent leur véhicule. J'espère qu'il y en a deux, trois qui y sont sensibles ici. Mais voilà, vous connaissez le concept. Je vais vous parler d'un sujet un peu particulier. Moi, je suis software engineer, du coup, je fais pas de tests. Enfin, je fais des tests, mais je suis pas testeur dans l'âme. Je n'y connais pas grand-chose. Et je suis pas non plus toujours dans l'agilité. Donc je vais essayer de naviguer entre ces sujets-là. Ce que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est un petit retour d'expérience avec des problèmes de qualité qu'on a eu en fait au travers de notre migration en service. Alors c'est très à la mode la migration en service, mais en général on parle plutôt de challenge d'architecture, vraiment de problèmes techniques, etc., des trucs assez sexy. On parle pas toujours de qualité et je trouve que c'est un peu dommage. Donc, je vais vous raconter un peu ce qui m'est arrivé pendant 2 ans sur ces sujets-là. Blablacar a des problèmes de qualité, comme un peu toute entreprise, j'imagine. Pourtant, je comprends pas, on a des super outils de qualité, on a du dogfooding. Bon, pour ceux qui connaissent pas, c'est global. Enfin, chez nous, c'est juste, on fournit en fait des versions bêta de nos apps à nos employés. Et comme ils utilisent pas mal la plateforme le week-end, ils font leurs tests, ils nous font leurs rapports, et puis on arrive à shipper un truc en prod avec un peu moins de bugs. On a une super team QA, on a des test suites qui sont décentes, qui font leur job, et on a une super stack de monitoring et de logging. Qu'est-ce qui peut se passer? Bon. Donc voilà, c'est très beau, on a des process comme un peu tout le monde, mais on a aussi des problèmes, j'imagine, comme tout le monde. Blablacar, c'est dans 22 pays. Alors pourquoi je vous montre cette magnifique slide? Parce que ça n'a pas vraiment de sens. Et en fait, ce qu'il faut voir derrière, c'est que Blablacar, ça a commencé en France. On a en fait grossi tranquillement en Espagne, en Angleterre, en Europe, en Asie. Et en fait, progressivement, on allait d'un marché à l'autre. Et en fait, à chaque fois qu'on allait sur un marché, on s'adaptait un petit peu à la culture du marché, parce qu'on s'est vu qu'il y avait on a vu qu'il y avait des grosses différences culturelles. Et du coup, on a empilé les sous-features, pour se retrouver avec un espèce de gros machin qui finalement n'avait plus trop de sens. Et c'est là que les problèmes de qualité arrivent. Si on compare sur une autre échelle, donc ça c'est la croissance des utilisateurs de Blablacar depuis la création. Donc on voit de 2006 à 2011, bah, il ne s'est pas passé grand chose. Et puis après, on ne sait pas ce qui s'est passé, une petite croissance, on est passé de 2 millions d'utilisateurs à 70 millions d'utilisateurs assez vite. Et, euh, et là où c'est intéressant, c'est quand en fait, on s'aperçoit de comment on a architecturé le truc côté technique. Sur cette rupture-là, on a introduit en fait une app en PHP, qui est du PHP Symfony classique. Et, et ensuite, on lui a fait vivre en fait cette croissance assez exponentielle. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, ça tourne toujours là-dessus. Et ça fait maintenant 7 ou 8 ans que en fait, le corps de Blablacar, ça n'a pas bougé. Et que globalement, en fait, enfin, ça n'a pas été refacto, etc. C'est vraiment resté comme ça. Du coup, on a quand même décidé d'introduire des services parce que c'était peut-être un petit peu à la mode. Bon, il y a d'autres raisons, mais c'était quand même vachement à la mode. Donc en 2016, on s'est dit, bon, on commence à avoir des problèmes de, euh, de fiabilité, etc. Peut-être que le service peut résoudre des problèmes, peut-être pas, on ne sait pas trop. Et du coup, on va tenter ça. Moi, je suis arrivé à peu près à ce niveau-là chez Blablacar, donc 2016. J'ai vécu un peu le meilleur des deux mondes. Et du coup, c'est ça qui m'a peut-être donné une vision un peu différente de ce qu'avait la boîte. Ça, pour vous donner un petit exemple, c'est le nombre de lignes de code du monolithe. Donc, c'est une croissance assez linéaire, et puis on arrive à peu près à 1 million de lignes de code. Et, euh, et en ce moment, ça a plutôt tendance à descendre avec les sorties en service. Euh, Rapidement, notre tech, du coup, c'est un gros monolithe qui fait plein de trucs, du back-end, de l'API, du front, et un peu tout en fait, ce que vous pouvez imaginer. Mais j'imagine que c'est ce qu'a fait ce qu'est Blablacar aujourd'hui, donc mine de rien, c'est peut-être pas un si mauvais choix. On a une trentaine de services en PHP, en Java majoritairement, donc du paiement, de la publication, de la réservation, de l'emailing, enfin un peu tout, enfin plein de sujets différents, et des petites workloads qui font de la synchrone, du worker, des commandes, des crons, ce genre de choses. C'est réparti sur à peu près 80 ou 100 ingénieurs et en quelques teams, majoritairement back-end,
Et en fait, les teams back-end managent des services et opèrent ces services. Et on a aussi des teams un peu ad hoc, donc des teams front-end et mobile, des teams plus sur la partie ops, des teams QA, des teams data, etc. Aujourd'hui, notre roadmap, c'est un peu ça. C'est 50% on fait du business, 50% on fait de la tech. Et quand je dis tech, c'est majoritairement de la migration en service. Et du coup, comment ça se passe réellement quand on parle de monolithe? Parce qu'on a commencé à faire du service, les teams sont très occupés à faire du service, mais le monolithe, qu'est-ce qu'il devient? C'est assez intéressant. Donc comment on s'en occupe? On s'en occupe pas. En tout cas, ça c'était il y a 3 ans. Puis on s'est aperçu que c'était pas nécessairement la meilleure solution. Parce que qu'est-ce qui se passe quand on s'en occupe pas? À chaque fois qu'on va faire un changement, on va introduire un nouveau bug, on va pas s'en apercevoir, on va avoir des problèmes de scalabilité, surtout qu'on avait conçu le monolithe pour 2 millions de personnes, on a 70 millions, du coup, en termes de base de données, c'est plus vraiment les mêmes chiffres, etc. Donc on a fait pas mal d'erreurs de conception, comme un peu toute boîte qui grandit, et ça nous amène là où on est aujourd'hui. Du coup, quand je me suis aperçu de tout ça, je me suis dit qu'est-ce que je vais faire de ça, et je me suis dit il faudrait peut-être commencer à travailler sur ces sujets-là, et délaisser à la fois la migration au service, et en fait travailler sur des sujets de fond qui vont aller ramener un peu d'aspect qualité dans tout ça. Du coup, le vrai problème en soi, c'est pas ce que j'ai présenté, c'est que ça a un impact direct sur les utilisateurs. Et cet impact, vous pouvez en parler aux investisseurs, ils ne le mesurent pas en fait. Et c'est ultra difficile à mesurer l'impact qu'a la mauvaise qualité de votre application sur vos utilisateurs et donc sur votre business, forcément. Donc, on va faire une task force, ou on va dire plutôt une équipe. Donc ça, c'était un petit peu mon idée au départ. J'ai vu qu'on se cassait les dents sur pas mal de problèmes, qu'il y avait vraiment des trucs qui bloquaient les développeurs tous les jours, un petit truc qui leur prenait 5 minutes par-ci par-là. Je me dis c'est con quoi, on fait un jour de dev et ce truc a disparu et on gagne finalement pas mal de temps. Et j'ai commencé à lister comme ça des projets et je me suis dit pourquoi pas faire une team autour de ça. Comment on fait une team? On va quand même redéfinir une mission pour pas partir dans tous les sens. On va essayer de trouver des gens volontaires pour arriver dans cette équipe. On fait un backlog et après on lance le truc globalement. La mission du coup elle était assez simple. On était responsable de prendre tous les bugs back et front qui n'étaient pas ownés, c'est-à-dire que sur lesquels on n'était pas capable de mettre une équipe juste en séparant par domaine. Le deuxième truc, c'était donc la simplification de règles produits et business. Comme je vous l'ai dit, on a fait pas mal d'expansions dans tous les sens en termes de produits, c'était pas forcément un bon choix. Peut-être que 4 ans après, les règles, elles ont plus de sens. Et quand il y a une règle qui n'est pas utilisée, il y a aussi de la technique qui n'est pas utilisée derrière, du coup c'est un peu débile. Donc gros travail sur ce point-là. Et la dernière chose, c'était les évolutions techniques. Donc on était en Symfony, on le faisait tourner sur du PHP 5. On s'est dit, si on le faisait tourner sur du PHP 7, ça irait au moins 50% plus vite, ça nous coûterait moins cher. Et en plus, il y a des features cool. Du coup, pourquoi pas le faire, mais les investisseurs, ils s'en foutent, donc on ne l'avait pas fait jusqu'ici. Et du coup, ça peut être ce genre de mission pour l'équipe. Le premier challenge, c'était de trouver les volontaires, parce que quand on leur dit, venez corriger des bugs, naturellement, les gens sont pas très très motivés. Moi, j'étais naturellement volontaire parce que c'était mon idée. J'ai réussi à trouver un autre, j'ai réussi à trouver un autre développeur qui avait un peu la même motivation que moi, donc c'était pas mal. Et puis ça s'est un peu arrêté là. Et 2 personnes pour corriger les bugs de Blablacar, ça faisait assez peu. Du coup, on a commencé comme ça. On avait un manager, Nico, moi et l'autre volontaire qui était Erwan. Et il nous manquait au moins 3 personnes. Et du coup, on a dit ok, si personne veut le faire, tout le monde le fera. Et en fait, on va prendre 2 ingénieurs back-end et un ingénieur front-end pendant 2 semaines. Et on va les faire tourner comme ça. Donc en fait, on emprunte aux autres équipes des développeurs. Et ils viennent bosser pendant 2 semaines avec nous. Comme ça, ils n'ont pas trop le choix. Et puis voilà. Alors sachant qu'on avait un peu découpé, du coup ceux qui sont un peu ad hoc en rotation, on les mettait plus sur des sujets de run, et nous on prenait plus les sujets un peu plus long terme de refacto. Voilà. Voilà, donc des rotations de 2 semaines. Ensuite le backlog, ça c'est des trucs assez standards, donc on a repris un peu tout ce qui traînait dans les Jira, etc. Et on a reçu énormément de tickets, forcément.
et donc le framework était assez simple, c'est pour chaque ticket, on regarde si on peut le reproduire. Donc si en fait on veut pas perdre de temps, on veut pas que les développeurs perdent du temps à essayer de reproduire un truc qui potentiellement ne l'est pas, ou vraiment avoir besoin de chercher pour trouver le bug. La deuxième point, c'était est-ce que c'est vraiment important? Parce que finalement, avec un backlog de 500 tickets, est-ce qu'on a vraiment envie de corriger tickets qui emmerdent une petite personne dans la boîte? Pas forcément, c'est un choix à prendre. Le troisième point, c'est est-ce que c'est vraiment nous qui devons le traiter ou est-ce qu'il y a une équipe qui est plus à même de le traiter? Et enfin, peut-être un des points les plus importants, est-ce que la criticité du ticket, elle est légitime ou pas? Et en fait, bah oui, avec 500 tickets, c'est ultra important d'avoir une criticité légitime, sinon, en fait, on reçoit plein de retours disant que ça va pas du tout. Ensuite, on a décidé de faire un open space pour cette équipe. Donc c'est-à-dire que les gens qui étaient en rotation, ils venaient 2 semaines dans une partie de l'open space avec nous. On s'est dit que si on les faisait bosser sur des bugs depuis leur bureau, ils seraient plus occupés par leur équipe que par nos bugs, et que ça ne marchera jamais. Et puis on trouvait ça sympa aussi. Et enfin, une petite une méthodologie agile, pardon. Pour commencer, on avait fait un truc assez light, des daily stand-up, un board Kanban et un channel Slack. Et voilà, on était parti. Tout ça, ça a tourné pendant 1 an et demi. Il y a eu quelques petites modifications au passage, mais globalement, la structure est restée un petit peu la même. Et du coup, je voudrais un peu vous parler de ce que ça a donné. C'est assez surprenant. C'est un travail qu'on a fait non seulement avec l'équipe qui était permanente, donc moi, etc., l'équipe qui a grandi depuis, et aussi les gens qui venaient là de temps en temps. Et en fait, on a eu des retours très très différents, et c'est assez marrant. Donc les learnings, le premier, c'est qu'avoir une team opérationnelle dans une boîte, c'est super intéressant. Chez BlaBlaCar, on a à peu près 150 personnes qui font du support, donc qui reçoivent des tickets, qui prennent soin de nos membres, etc. Et qui nous retransmettent les bugs quand c'est nécessaire. Et avoir en fait une équipe qui est un peu la team poubelle, on va dire, et qui va récupérer les tickets et éventuellement les redispatcher, c'est ultra intéressant parce qu'en termes de communication, le support en fait a un interlocuteur côté technique. Et c'est vachement bien parce que quand on crée des tickets et qu'il n'y a personne qui répond, on ne sait pas trop ce que ça devient. C'est vraiment frustrant pour tout le monde en fait. Et on a tendance à un peu trop faire ça pour protéger les développeurs, pour qu'ils soient tranquilles dans leur coin et qu'ils avancent sur ce qui est important. Mais en fait, c'est un désastre en termes de communication. Donc ça, c'est pas mal. Il y a vraiment une personne qui est un peu au front en cas d'incident et du coup, on est beaucoup plus rapide à réagir, etc. Et du coup, en fait, avoir cette team qui est assez qualifiée permet en fait de définir la criticité d'un bug parce qu'on a une échelle qui nous permet de savoir si, comparé aux autres problèmes, c'est important ou non. Et ça, c'est assez intéressant aussi. La deuxième chose, du coup, avoir des ingénieurs à plein temps sur cette équipe, c'est vachement intéressant parce que on fait grandir une expertise qui permet du coup à ces ingénieurs de voir des problèmes assez subtils et complexes assez vite. Ça devient des vrais spécialistes de la plateforme technique. Euh, et, et du coup, en tant qu'ingénieur full-time, on est vraiment capable de donner je dirais une big picture de ce que c'est la tech et d'un point de vue qualité de service. C'est-à-dire qu'on sait en fait ce qui est douloureux pour nos utilisateurs et en fait c'est quasiment ça qui devrait driver nos roadmaps parce que c'est vraiment l'expérience réelle, quoi. Certes, mais c'est un désavantage, c'est que du coup ils sont assez défocus parce que sachant qu'on est experts, on est les meilleurs pour résoudre une situation, du coup les gens s'y habituent et puis finalement ils viennent tous nous embêter. Donc c'est un peu le truc qui est difficile. Pour résoudre ce problème-là, on a changé un peu de méthode agile, on est passé sur on a rajouté des sprints en fait, avec des sprint goals, et ça nous a permis de peut-être un peu plus concentrer sur justement les projets moyen terme. Ensuite, alors ça c'est un truc assez étonnant et qui peut être intéressant pour vous. En fait, plus on faisait plus on corrigeait de bugs, plus on avait de rapports. Parce qu'en fait, les gens s'étaient habitués à ne pas avoir de gens en face qui réparaient les problèmes, et du coup, ils ignoraient les trucs qui étaient plus mineurs. Et en fait, alors bon, ça peut paraître un peu stupide, mais du coup, ça nous amène à nous demander si en fait les reporting qu'on fait sur la quantité de bugs qui est ouvert, c'est vraiment légitime ou pas, parce que les gens ils les ouvrent plus parce qu'ils savent que ça ne sera pas corrigé. Du coup, ça on a vu pendant là au fil des mois, et c'était assez surprenant. Tout ne peut pas être corrigé.
Ça, c'est la dure réalité. Malheureusement, en tant qu'ingénieur, c'est très dur de se dire ça. On a rencontré plusieurs fois des choses qui, premièrement, ne nécessitaient pas d'être corrigées parce que ça prenait trop de temps pour en fait l'effet que ça donnait sur la boîte. Clairement, si un ingénieur passe 25 heures à corriger un truc qui embête quasiment personne, c'est pas très important. Il y a des, d'autres bugs en fait qui peuvent pas être corrigés by design parce que il faudrait retaper, je sais pas moi, 10 000 lignes de code pour corriger le bug et on peut pas se permettre ce genre de choses. Et il y a aussi le type de bug où globalement on essaye de le corriger, il y a un ingénieur qui essaye, il met un fixe, le bug est toujours là une semaine après, il y a un deuxième ingénieur qui met un fixe, qui est toujours là une semaine après, un troisième, un quatrième, un cinquième, et le truc part jamais. Et bon bah il y a un moment faut savoir s'avouer un petit peu vaincu. Donc voilà, c'est le genre de situation qu'on a rencontré. Et en fait, c'est ok. Enfin, il faut clairement il, y a- il faut être ok avec ça et les gens comprennent que bah ouais, désolé, on n'a pas réussi ce truc-là. Il faut vivre avec quoi. C'est la vie. Euh, le système de rotation, c'était super intéressant. C'est une façon assez saine d'organiser les choses parce que finalement, on répartit le legacy et les problèmes sur toute l'entreprise quoi. Du coup, bah, toute l'entreprise porte ça comme ils peuvent, quoi. Euh, on a eu des commentaires comme quoi les gens trouvaient ça finalement sympa de venir en rotation parce qu'ils parlaient avec d'autres gens et ça allait changer de leur routine quotidienne. Alors on ne s'attendait pas du tout à ça, on était super contents et c'est vrai qu'on s'est aperçu que les gens savaient beaucoup plus que ce que les autres équipes faisaient parce qu'à force de venir et de discuter, bah en fait ça a vachement amélioré la communication dans la tech Blablacar, c'est assez surprenant, on s'attendait vraiment pas à ça. Euh, et ça permet aussi du coup de savoir ce qui se passe en termes techniques dans l'entreprise parce qu'on touche, en faisant des rotations, on touche des systèmes sur lesquels on n'est pas trop travaillé, on sait parfois même pas qu'ils existaient. Du coup, ça aide vraiment, ça fait une ouverture d'esprit pour les développeurs, c'est assez intéressant. Euh, le problème, c'est que tout le monde n'apprécie pas. Euh, la première chose, c'est que c'est certaines teams en fait nous donnaient quasiment 20% de leurs ressources parce qu'ils n'avaient pas tant de développeurs que ça. Et du coup, ça les gênait un petit peu. On a essayé d'avoir des freelances à la place, mais ils n'avaient pas trop l'expérience de faire de la prod ou ce genre de choses. Du coup, ça ne matchait pas trop nos besoins. Euh, du coup, on a fait un peu évoluer à la baisse le nombre de personnes qui étaient en rotation en parallèle. Une autre problématique, c'était quand en fait un développeur travaillait sur un bug et était à la fin de ces 2 semaines, bah, globalement il fallait passer en fait le travail à l'équipe d'après. C'était pas toujours évident, alors du coup on a essayé plutôt de faire des trucs un petit peu moins impactants à la fin des périodes de 2 semaines. Et le dernier truc qui est compliqué en termes de management, c'est en fait organiser des agendas de 3 personnes pour 2 semaines, c'est compliqué. Donc il y avait toujours Jean-Pascal qui était en off cette semaine-là, ou alors Jean-Michel qui était à une conférence ou qui avait une réunion super importante. Et en fait, ça devenait assez complexe d'avoir 3 ingénieurs toujours au bon moment. Donc voilà, ça c'était la partie pas drôle pour le manager. C'était pas mon problème, donc ça allait. Mais, mais voilà. Euh, c'est pas toujours parfait pour les développeurs. C'est en fait parfois un peu frustrant pour un développeur qui est en général un problem solver d'arriver sur des bugs et qu'il n'arrive pas à les résoudre. Bah, c'est ultra démotivant en fait. Et c'est vrai qu'il y a des gens chez nous où ça a été difficile. Et il y a certaines personnes, ça leur posait aucun problème. Il y a des gens, c'était beaucoup plus difficile. Et c'est vrai qu'en fait, ça change pas mal de ce qu'ils font dans leur quotidien. Et certains aimaient pas du tout. Euh, il y a un dernier point qu'en fait on n'a pas réussi à corriger, c'était le fait d'être proactif sur la qualité. Moi j'ai toujours rêvé en fait de passer une partie de mon temps à regarder les logs, vérifier en fait à peu près tout ce qui se passe sur la plateforme avant qu'on me déclare qu'il y a un bug en fait, et potentiellement réagir plus vite. Passer mon temps à vérifier que vraiment tout fonctionne bien, et ça on n'a pas trouvé la bande passante pour le faire. Donc ça c'est un petit peu ma défaite personnelle, je m'attendais à ce qu'on résolve ce problème-là, on n'a pas trop réussi. Le mot de conclusion, c'est ce système, il a donc tourné pendant 1 an et demi. Il tourne encore aujourd'hui. Et depuis le début, on a divisé notre nombre de tickets techniques au support par 3.
Donc c'est quand même un gros achievement. Je sais qu'il y a d'autres entreprises qui ont des techniques un petit peu différentes. Je sais que Doctolib, par exemple, fait un jour par semaine où tout le monde fait du run. Il y a d'autres boîtes où c'est une semaine, c'est une personne chaque semaine. Enfin, il y a vraiment plein de solutions différentes. Nous, pour vraiment corriger ce problème de... il y a une partie qui n'est pas gérée, ben, on fait de la rotation et les gens mettent la main à la pâte. Et voilà. Merci de m'avoir écouté. Si vous avez des questions, je serais ravi d'en parler avec vous. Ouais. Vas-y, je t'en prie. Donc c'est juste sur l'évolution de l'équipe là. Ouais. Est-ce qu'elle est restée stable en termes de personnes ou est-ce que justement ou est-ce qu'elle réduit un peu parce que vous avez un peu résorbé un peu la dette? Alors en fait, on a réduit, on a agrandi le scope de l'équipe, donc on a fait plus de projets long terme, donc on a augmenté le nombre d'ingénieurs full-time et on a réduit le nombre de personnes en rotation parce qu'effectivement la dette était un petit peu moins importante, et donc ça nous a permis de faire ça. Vous avez dit qu'en fait la criticité des bugs, c'était votre équipe qui vous l'avez définissiez vous-même. Ouais, en fait ça dépend, les gens les définissent et nous on les corrige éventuellement. Parce que ça arrive que de temps en temps, en fait, les gens arrivent avec des problèmes qui sont extrêmement importants pour eux, mais pas forcément pour le reste de l'entreprise. Et du coup, on fait un petit peu ce rôle de juge pour éviter les abus, quoi. Du coup, ce changement de criticité, c'était pris comment par les autres équipes? En général, on essaie de les... Enfin, on leur montre par l'exemple qu'il y a des problèmes qui sont plus importants et que malheureusement, on les prendra quand on aura le temps, quoi. Du coup, vous avez des standards, des règles claires qui expliquaient pour chaque criticité Non, on s'est pas trop embêté avec des règles. C'était plutôt sur le moment, en fait, on compare les différents problèmes qu'on a et on corrige, en fait, si besoin. Ouais. Pourquoi dans votre run il n'y avait pas de queue de choix? C'est une excellente question. Alors chez Blablacar, la QA fonctionne un peu de manière peut-être exotique, je sais pas. Ils travaillent complètement en ad hoc et ils font majoritairement du test fonctionnel et du test en production, donc avec pas mal d'outils. Je ne les connais pas tous, très honnêtement, mais ils sont assez peu présents dans le cycle de développement et dans les équipes en elles-mêmes. En fait, on travaille avec eux plus sur des problématiques projet plutôt que sur du long terme en fait, avec des QA par team. Très honnêtement, je ne sais pas pourquoi on fonctionne comme ça, mais ça fonctionne en quelque sorte. Donc c'est pour ça qu'on n'a pas cette ressource-là dans l'équipe. Mais ça serait intéressant. Ouais, vous testiez entre vous, c'est ça? ouais, on teste, et donc on fait du test fonctionnel nous-mêmes, et après on écrit forcément du TU et ce genre de choses. Mais est-ce que le projet fait évoluer le profil des QA à l'intérieur de Blablacar? Ça, c'est une excellente question. Faudrait leur demander. Mais ouais, non, De postes qui sont éventuellement recrutés il y a un peu, très honnêtement, c'est très vaste les profils qui sont recrutés. Il y en a qui viennent de background développeurs, il y en a qui viennent plus sur du test fonctionnel. Il y a vraiment un peu de tout. C'est très très vaste. Je sais que les QA, c'est pas toujours facile à trouver. Du coup, on se fait pas vraiment des barrières très très strictes, et on préfère un peu former les gens éventuellement sur des technos ou ce genre de choses. Ouais. J'ai entendu parler de proactivité tout à l'heure. Ouais. Pour savoir du coup, comment est-ce que tu comptais implémenter ça quand tu auras le temps? Du coup, pour moi, ça passe par la maîtrise de la stack technique qu'on a. Donc, par exemple, l'exemple que j'aurais donné, c'est on a énormément de queues RabbitMQ globalement chez Blablacar, peut-être je sais pas 500, 1000, quelque chose comme ça. On peut pas toutes les regarder à la main, donc en fait on met de l'alerting dessus. La façon dont on le fait aujourd'hui, nous c'est assez classique, mais on a des seuils qui sont pas customisables, enfin qui sont pas customisés tout court. Donc effectivement, s'il y a un cluster qui dépasse 1 million de messages, eh ben ça sonne et quelqu'un va regarder. Mais en fait, quand c'est du déchet, il y a des messages qui partent en DL, par exemple, on ne le voit pas forcément. Donc pour moi, ça passe par du monitoring et de l'alerting, et éventuellement un petit peu d'humain, mais c'est vrai que ça ne scale pas beaucoup, quoi. Donc l'alerting, c'est pour moi la meilleure solution. Comment vous faites pour avoir le dev
qui est compétent par rapport à la priorisation des bugs que vous avez fait, puisque tous les développeurs ne connaissent pas toute l'application monolithique, j'imagine. Ouais, très, très intéressant comme question. Je ne l'ai pas mentionné, j'aurais pu le mentionner. Au début, on a laissé pas mal les développeurs choisir les bugs qu'ils allaient corriger. L'avantage, c'est que du coup, comme ils maîtrisaient souvent la partie qu'ils choisissaient, bah, c'était un petit peu plus facile. Mais très vite, en fait, très vite, on a arrêté de faire ça parce que les gens, enfin, en fait, ça corrigeait souvent pas les bugs les plus critiques. Surprenant. Du coup, on leur a un petit peu obligé de prendre ça. Après, il y a toujours une affinité, mais oui, la plupart du temps, les gens, ils ont une courbe d'apprentissage difficile et ils doivent, en 2 semaines, se former sur la stack qu'ils modifient et aller comprendre ce qui marche pas. Du coup, est-ce que vous avez essayé des méthodes collaboratives, genre binomage, pair programming, mock programming, tout comme ça ou pas? Alors le problème, c'est que du coup, on essayait de cloisonner en fait pour pas emmerder les gens des autres équipes, mais effectivement, Dans l'équipe, j'entends. ouais. Alors en fait, nous, en tant que full-time, on aidait aussi les gens à maîtriser en fait l'environnement et à éventuellement les aider s'ils avaient des questions ou alors des trucs qu'ils n'arrivaient pas à faire. On était là pour justement faire ce travail-là. C'est plus de l'assistance. Ouais, c'est plus de l'assistance. Pair programming, oui, on l'a fait dans certains cas, mais c'était vraiment occasionnel, quoi. Vous aviez des outils également pour justement détecter les bugs front-end. Je pense notamment à Track.js. Alors, ça, c'est plus sur les parties QA et front-end. Moi, je suis back-end, donc je ne connais pas tout. Je sais que oui, on a des outils en place. Je sais qu'il y a une grosse partie des tests, c'est du Selenium et du BIAT. Après, je ne connais pas vraiment la stack de test. Côté back-end, je sais juste ce qui est fait, mais front-end, je ne pourrais pas trop te répondre. En même temps, un bug front-end n'est pas forcément un bug front-end. Effectivement. C'est que Non, le effectivement. test est effectué côté front-end, mais derrière. Exactement. Ouais. Du coup, est-ce que les devs des autres équipes qui vont faire des nouvelles fonctionnalités business ou quoi, ils corrigent plus de bugs et tout? Si, bien sûr, mais en fait, c'est vraiment sur la partie où c'est vraiment sur la partie legacy où il n'y avait pas vraiment d'honneur identifié qu'en fait on faisait cette méthodologie. D'ailleurs, les gens qui étaient en rotation étaient que des anciens, donc, qui connaissaient un peu la plateforme technique. Parce que les nouveaux devs qui viennent faire des services en Java et qui se prennent un monolithe d'1 million de lignes dans la gueule en PHP, ils aimaient pas trop et ils avaient du mal. Donc on leur a épargné ça. Enfin, quand vous avez représenté un peu justement les différents membres de l'équipe, c'était principalement back-end, ça veut dire qu'il y avait plus de back-end que front-end? Ouais, clairement. Et d'ailleurs, j'en ai pas trop parlé, mais au fil du temps, en fait, on a arrêté d'avoir des front-end parce qu'on avait une team entière qui est devenue une team front-end. Et du coup, on leur a refilé tous les bugs front-end directement. Et effectivement, les back-end venaient. Mais oui, les bugs étaient majoritairement back-end dans ce qu'on a eu. Ouais. Tu as parlé d'agilité, je voulais savoir c'est quoi vos durées de sprint pour sortir votre durée de cycle de développement? Alors ça dépend. En fait, chez BlaBlaCar, c'est un peu particulier. Les cycles agiles les méthodes agiles sont libres. Donc en fait, selon chaque team, chacun fait à sa convenance. C'est pour ça qu'on a commencé sur un peu de Kanban, puis après on a rajouté un petit peu de structure. Donc pour nous, c'est à peu près du 2 semaines. En moyenne, c'est 2 semaines. Après, ça dépend vraiment des équipes. D'accord. C'est en fonction de ce que. En fait, on a des coachs agiles qui sont ad hoc et qui viennent coacher des équipes de temps en temps, s'il y a le besoin. S'il n'y a pas le besoin, ils n'interviennent pas. C'est une façon un peu particulière, mais. Vous avez dit tout à l'heure que l'utilisation d'une fonctionnalité, ça intervient dans la définition de la criticité. Ouais. Vous avez des outils qui permettent de définir en fait l'utilisation de chaque fonctionnalité, ou c'est par expérience? C'est plutôt par expérience, ouais. On fait confiance au support pour. Vous n'avez pas des trucs genre Google Analytics, quelque chose comme ça Alors, dans le code pour savoir le taux d'utilisation? si, alors éventuellement, si on a du monitoring sur un peu toute la stack, donc on est capable de savoir le nombre d'utilisateurs impactés. Je sais qu'à un moment, on avait même fait un truc qui nous permet de calculer le coût d'un bug, donc le coût en euros. J'ai tapé 2-3 records dans ce truc-là. Mais c'est toujours très très approximatif, quoi. Ça, c'était pour négocier la prime. Ouais, mais c'est moi qui les causais les bugs, donc. Voilà. Ça faisait un bug de 1 million d'euros.
Ouais. Du coup, vous avez deux applications à maîtriser, du coup, une version mobile et une version site. Oui, aujourd'hui en fait on est toujours sur du natif, donc on a deux applications mobiles, une Android et une iOS. Et donc on avait le vieux site web en fait qui est toujours un peu dans le monolithe partiellement, et on le remplace par une application en SPA sur du React. Et du coup ça fait beaucoup plus d'applications à maîtriser, mais il y a des teams qui sont en fait affectés à cette gestion-là. C'est Team qui pivote. Non, alors en fait, la team qui pivote, c'était juste pour la partie monolithique, donc le legacy. Maintenant, en fait, les autres équipes, on gère leur run elles-mêmes comme elles veulent. Ouais, je prends deux dernières questions rapidement. Ah, il y en a plein là. Vous avez dit tout à l'heure que vous laissiez, au départ, vous laissiez le choix aux développeurs Ouais. de fixer les bugs qu'ils voulaient, Mhm. et que finalement, c'était pas très efficace, au sens où c'était pas les bugs les plus critiques qui Ouais. étaient résolus. Mais il y avait ce problème, même s'il y avait un backlog priorisé. Ouais, parce que les bugs que les gens aimaient corriger, c'était pas forcément les bugs les plus importants. Donc, Oui, mais s'il y avait une espèce de backlog où chaque US allait correspondre à un bug et qui était vraiment priorisé par. mais dans ce cas-là, ouais, ça fonctionnait. Ouais. Ouais, ça aurait Mm. fonctionné. Effectivement. Le plus important bug restant, c'est quoi? Le plus important, pardon? Bug restant à ton avis. Alors, c'est des bugs, c'est intéressant comme question, c'est des bugs qui sont vraiment cœur sur le métier. Donc, par exemple, des bugs dans le système de réservation. C'est un système qui a pas bougé depuis, on va dire, 2011, et sur lequel on a ajouté 2-3 briques. Et en fait, en ajoutant des briques, on a cassé 2-3 morceaux, et on voit qu'il y a quelques petits soucis. Et c'est des bugs qu'on n'arrive pas à corriger parce que à chaque fois qu'on met une rustine, on casse autre chose. Et du coup, la seule solution, c'est de continuer notre mise en service et puis de repenser ça dans notre partie de design. Voilà. Merci beaucoup.